bienvenue dans cette webconférence Défense et Industrie sur le thème de la montée en cadence de production dans le secteur de la défense. Alors, il y a tout juste un an, le concept d'économie de guerre faisait son éruption dans le débat public, en tout cas dans la communication politique. Alors, il s'agissait bien sûr de marquer les esprits, montrer une inflexion, notamment dans le domaine de la production d'armement, en mettant l'accent sur la nécessité de monter en cadence de production pour répondre aux besoins des forces armées, pour reconstituer les stocks. Alors, dans la réalité, l'économie de guerre est un concept davantage adapté à la situation ukrainienne et pas tant française. Alors, c'est un différentiel que nous avons eu d'ailleurs l'occasion d'aborder lors d'une précédente webconférence sur les questions budgétaires. Alors, nous n'allons pas discuter ici de la pertinence ou non de l'usage du concept d'économie de guerre. Nous allons nous intéresser de manière très concrète aux réalités industrielles derrière l'injonction de monter en cadence de production. Alors, nous allons l'aborder sous 3 angles différents. Celui d'un maître d'œuvre industriel du secteur de l'armement terrestre, Nexter. Alors, certainement parmi les plus concernés par cette mise sous tension du secteur dans le contexte de la guerre en Ukraine, bien eu égard à ses activités dans le domaine des systèmes d'artillerie et des munitions, équipement au cœur de l'aide octroyée. Donc, Alexandre Ferrer, responsable affaires publiques France et Europe, reviendra ainsi sur les stratégies d'adaptation déployées par Nexter. Alors, stratégie d'adaptation des maîtres d'œuvre, certes, mais qu'en est-il pour les acteurs de la supply chain ? La conjoncture est particulièrement tendue pour les PME de défense. Approvisionnement, recrutement et financement, les problématiques sont nombreuses et surtout concomitantes. Donc, Thierry Gueff, PDG du groupe Elno et président de la commission défense du comité Richelieu, reviendra sur cet environnement complexe et surtout ses conséquences pour les PME de défense quant à leur capacité à accélérer les cadences. Alors, au-delà de la montée en cadence, on entend aussi beaucoup parler d'impératifs de relocalisation sur le territoire national. 2 aspects d'ailleurs liés et qui vont nous permettre de nous pencher sur la situation du secteur industriel de la défense sous l'angle de l'internationalisation de la supply chain, une internationalisation qui s'est renforcée au cours de la dernière décennie. Donc, Paul Hérault, qui intervient, je dirais, sous une double casquette, celle de chef de projet pilotage des ressources de Naval Group et surtout chercheur associé au sein de la chaire économie de défense de l'IHEDN, donc va revenir sur les raisons de cette évolution, ces défis et risques, notamment sous l'angle de la préservation des compétences. Donc, nous allons passer une vingtaine de minutes par sujet, puis donc je vous propose d'ouvrir un temps pour les questions, donc à la fin des 3 interventions. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer vos questions donc, tout au long des présentations, donc par le biais de l'onglet questions-réponses de l'interface Zoom, et je restituerai en fait ces questions donc, à la fin de ces 3 présentations. Voilà, Alexandre Ferrer, nous vous écoutons. Bien, merci beaucoup Hélène, merci à la FRS pour son invitation, et je vois dans les spectateurs plusieurs noms que je connais bien, donc je vous salue également. Donc effectivement, vous m'avez demandé de parler de cette stratégie d'adaptation des maîtres d'œuvre dans un contexte de montée en cadence de production. Et il me semble qu'en fait, ne serait-ce que poser la question est déjà révélateur du moment que nous vivons et de la rupture de paradigme que vit l'industrie de la défense aujourd'hui. On est évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine qui démontre des consommations, alors pour ce qui concerne Nexter évidemment, de munitions, de systèmes d'artillerie, etc., des consommations très importantes, des taux d'attrition très importants, qui en viennent à questionner finalement le modèle de BITD français et qui nous conduisent aujourd'hui à nous inscrire dans une démarche d'augmentation de la production, dans le sens où le sujet n'est plus seulement de préparer les systèmes d'armes futurs, les capacités futures, mais aussi à très brève échéance, à la fois pour s'inscrire dans la volonté politique des États européens, dont la France, d'apporter une aide militaire à l'Ukraine, mais aussi de recompléter les stocks, soit qu'ils découlent d'une réduction liée aux cessions qui ont été faites à l'Ukraine, soit qu'elles soient liées au sous-investissement dans la défense depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc le sujet aujourd'hui, c'est bien une montée en cadence de production rapide, brutale, et finalement qui révèle un dissensus ou une différence entre ce qui est le temps industriel, ce qui est le temps politique et ce qui est le temps opérationnel. Et donc, ça a été tout l'objet de la démarche économie de guerre que vous avez rappelée en introduction, portée par le ministère des Armées et sur laquelle Nexter s'est mobilisé, je crois, avec résolution, avec vigueur, en acceptant de prendre des risques, précisément pour être au rendez-vous et pour mettre le ministère des Armées, mettre la France en capacité de répondre à ces objectifs stratégiques qui étaient l'aide à l'Ukraine, qui étaient le renforcement de nos capacités militaires, de nos stocks, etc. Donc, je vais évoquer rapidement ces 3 points. D'abord,
Et ça me paraît essentiel, c'est-à-dire d'où l'on part. Ce qu'est aujourd'hui notre industrie de l'armement en France, quelles sont ses caractéristiques fondamentales. Deuxièmement, le pivot, la rupture que nous sommes en train de réaliser. Et enfin, les implications de long terme que ça peut avoir sur le modèle industriel, sur la politique industrielle et sur la répartition des rôles entre l'État et l'industrie. Donc, je pense que c'est un truisme de le rappeler, mais depuis les années 60, la France, la politique industrielle de défense menée par la France, a permis de disposer d'une BITD qui est complète, qui est compétente sur à peu près l'ensemble du spectre capacitaire. Mais la préservation de cette complétude s'est faite finalement autour d'une reconfiguration de ce que j'appellerais une BITD de juste besoin, c'est-à-dire seulement de l'os et pas de gras. Alors ça entraîne quelques caractéristiques essentielles. D'abord, des cadences de production relativement faibles, dans le sens où la demande n'étant pas énorme, les cadences sont relativement faibles et ne répondent pas à un besoin militaire urgent, impérieux. Et ça permet aussi d'allonger les chaînes de production d'une part et d'autre part de ménager les deniers publics. Deuxièmement, c'est une dépendance marquée à l'export, alors qui n'est pas nouvelle, mais qui dans certains segments a pu s'accroître. Je pense notamment aux munitions, par exemple. Et c'est enfin un fonctionnement industriel qui est certes bâti pour être résilient, et alors chez Nexter, on peut citer le chiffre de 90% de fournisseurs qui sont français, donc ça témoigne d'une forme de résilience, mais cette résilience reste fondée sur une logique de flux et non pas de stock. Il faut se rappeler que jusqu'à encore quelques années, la notion de stock était synonyme de mauvaise gestion. Donc aujourd'hui, un stock, c'est un coût, et donc un coût, c'est par construction à éliminer. C'était finalement la doxa économique jusqu'à quelques années. Je crois que les crises successives que nous avons vécues ces dernières années montrent que dans une logique de réactivité et de résilience des opérations industrielles, une logique de stock est aussi pertinente. La question sous-jacente étant de savoir qui les finance et quel est le partage du risque entre les différents acteurs, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et tout ceci se fait également dans un contexte de relative désindustrialisation de la France qui a pu affaiblir certains pans industriels, et je pense notamment aux poudres, qui ont largement été évoqués dans le débat public ces derniers mois. Alors, un exemple qui concerne Nexter et qui illustre bien ces caractéristiques, c'est le cas du canon César. Il a été développé par Nexter dans les années 90 pour répondre à un besoin qu'on estimait être celui des clients à l'export. Il a été commandé par la France en 2004, à 78 exemplaires, produit pour la France entre 2008 et 2011. Et depuis 2011, il y a eu plus de 10 ans sans commande de l'État, donc avec une dépendance à 100% à l'export pour pérenniser et pour assurer la pérennité de la chaîne de production. Donc ça, c'est une situation de fait, c'est constitutif du modèle de la BITD, et ça ne concerne pas que le terrestre, pas que Nexter, c'est assez répandu. Donc c'est une dépendance marquée à l'export, et donc un dimensionnement des capacités industrielles de production qui sont liées non pas à des hypothèses de conflit majeur, mais à ce qu'est le marché et ce que sont les perspectives de marché. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir, mais on était, pour les canons César notamment, dans un étiage plus faible que ce qui est aujourd'hui, évidemment. La situation actuelle, donc, nous impose une augmentation rapide et extrêmement brutale de la production, parce qu'il y a un conflit aux portes de l'Europe, parce que les États européens, et donc dont la France, ont décidé d'apporter un soutien, notamment militaire, à l'Ukraine, de lui fournir des munitions, des systèmes d'armes, etc. Et donc, il revient à l'industrie, du fait des stocks des armées qui ne sont pas illimités, et il revient à l'industrie de se mettre à l'ordre de bataille pour appuyer, pour s'inscrire dans la ligne de cette politique étrangère, de cette politique de défense décidée par les États. Cette montée en production, elle est quand même à comparer à ce qu'on fait par exemple sur Scorpion, où le programme BMR qui a été signé en 2015 prévoyait quasiment une dizaine d'années pour une montée en cadence de production. Et on atteindra en 24 ou 25 l'étiage maximum de production. Donc une décennie quasiment pour monter en capacité. Là, on parle de mois, voire je ne dirais pas de semaines, mais on est sur des délais extrêmement courts qui donc finalement brutalisent les chaînes de production, brutalisent le modèle industriel. Et donc, c'est assez nouveau. Alors, pour illustrer les enjeux de production, je pense qu'il y a deux notions, deux métaphores à avoir en tête. D'abord, c'est celle qui a été utilisée par le ministre des Armées et que je trouve assez éclairante, qui est celle de la machine à café. Il faut distinguer la capacité de production, c'est-à-dire l'ensemble des machines installées, de la masse RH, etc., de la capacité à produire, c'est-à-dire le fait d'avoir les intrants industriels, d'avoir
les composants, les matières premières qui permettent de produire. Pour faire fonctionner une machine, pour faire du café, il faut des machines, des personnes pour animer les machines, mais il faut aussi des grains, de l'eau. Et donc, on ne fait pas l'un sans l'autre. Et c'est notamment le sujet aujourd'hui, et je pense que Thierry évoquera cela pour la sous-traitance. Quand on parle de montée en cadence, on parle du maître d'œuvre, mais on parle aussi de l'ensemble de la supply chain. Et le délai de livraison, si on parle de délai étant déterminé par le fournisseur le plus lent, on est toujours contingenté à ce que sont les lead time. Donc, vous pouvez avoir un système prêt, s'il manque un boulon essentiel au système, ben, si ce boulon met 3 ans à arriver, le système mettra 3 ans à être livré. Donc, c'est toute la difficulté d'assurer non seulement une montée en cadence chez les maîtres d'œuvre, mais sur l'ensemble de la sous-traitance. Et la deuxième métaphore, c'est celle du muscle. Une chaîne de production, il y a une mise sous tension initiale, mais si elle n'est pas mise sous tension entretenue pour monter en cadence, elle aura plus de mal à monter en cadence et elle aura beaucoup plus de mal à être sollicitée. Donc, si je reviens à l'économie de guerre, ça a été effectivement, on a été, vous l'avez rappelé, parmi les plus concernés, parmi les plus, on a été au cœur du réacteur et en collaboration évidemment étroite avec le ministère des Armées, la DGA, les états-majors, etc. On a travaillé au fond dans 3 directions. La première, c'était le produire plus vite, c'est-à-dire réduire les délais, travailler sur les temps de cycle. Deuxièmement, produire plus, augmenter les capacités globales de production parce qu'il y avait un besoin, parce que le dimensionnement que j'évoquais tout à l'heure était jugé trop faible. Et le troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est la résorption de certaines dépendances ou les gains en souveraineté pour compenser certaines dépendances qui ont été constatées ou qui étaient connues, mais qui ont été jugées ou qui sont désormais jugées comme inacceptables ou problématiques. Alors, si on parle de produire plus vite, en fait, ça revient à réduire le délai entre la commande d'un système, une munition, etc., et sa livraison à l'utilisateur final. Alors, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer. Il y a d'abord, à court terme, prioriser la production, c'est-à-dire plutôt que produire différentes gammes de produits, différents calibres, différentes munitions, on concentre sur un système, sur une munition, donc on priorise les ressources. Deuxièmement, ça peut être de l'optimisation industrielle, mais finalement, en faisant ça, on joue dans les interstices, on joue dans les marges. La variable fondamentale, ce sont les stocks. C'est le fait d'avoir commencé le processus avant d'avoir une commande qui permet en fait d'avoir anticipé des achats pour disposer de la matière et donc réduire les lead times, dont certains sont incompressibles et donc très longs. Alors, on a fait ça notamment sur le canon César. Alors, les chiffres avaient été évoqués, mais on a divisé par 2 à peu près le délai de production des canons César en concentrant à faire des stocks, en priorisant, en optimisant. Et donc, les Césars de recomplètement qui seront livrés aux forces le seront dans un délai bien plus faible que ce qui était annoncé au préalable et même plus faible que ce qui avait été initialement contractualisé. Et ça vaudra également dans d'autres secteurs. Et dans cette logique de réalisation de stock, on est même allé jusqu'à lancer des productions de canons César sans client affecté, sentant bien qu'il y aurait une demande et que dans cette logique-là, il fallait être prêt. Ça, c'est l'aspect produire plus vite, c'est-à-dire réduire les temps de cycle, être plus réactif. Il y a un deuxième volet qui est le produire plus, c'est-à-dire l'augmentation globale des capacités de production. Et là, autant dans le produire plus vite, on peut faire des stocks et sans toucher finalement aux structures, aux éléments structurels. Pour produire plus, il faut faire de l'investissement industriel, il faut acheter des mètres carrés, il faut des capacités de stockage, il faut des machines-outils, il faut de la ressource RH. Et donc là aussi, il y a du lead time et c'est relativement compliqué. Pour filer l'exemple du canon César, on était en moyenne, dans les 20 dernières années, à environ 2 Césars produits par mois. C'est la moyenne lissée sur une quinzaine, vingtaine d'années. On sera en capacité l'année prochaine d'en produire 8 par mois, avec de l'investissement industriel, avec tout un tas de mesures, pour se mettre en capacité justement d'être au niveau qui est souhaité par le ministère des Armées. Et ça va aussi pour les munitions, alors qu'ils font l'objet aujourd'hui d'une démarche européenne en 3 volets pour à la fois céder des stocks de munitions à l'Ukraine, avec un remboursement par la Facilité européenne de paix, faire de l'acquisition commune, et un 3e volet qui a été proposé par la Commission européenne, qui est un volet d'investissement industriel. En fait, la Commission européenne, faisant l'analyse, qui est celle faite par, je pense, l'ensemble des munitionnaires européens, que le marché futur pour les munitions est relativement incertain,
se propose de cofinancer l'investissement industriel pour accompagner l'augmentation des capacités de production tout en limitant les risques pour les États et les industriels. Et donc, Nexter, évidemment, regarde ça de près et aura l'occasion de faire des propositions. Et donc, le troisième volet, j'en parlais, c'était la remédiation de certaines dépendances. Alors, l'exemple qui a été le plus cité, c'est celui des poudres propulsives. La France avait une dépendance de ce point de vue-là. L'un des rétextes qui a été tiré des différentes crises, Covid, Ukraine, etc., c'est que dans certains domaines de souveraineté, la dépendance au flux d'approvisionnement, à l'économie, entre guillemets, normale, ne peut être tolérée, notamment des flux internationaux, et que par conséquent, il fallait que la France disposât d'une capacité de production de poudre propulsive, et donc ça a été l'objet d'une relocalisation, notamment en lien avec Oracle. Donc ce sont finalement les trois volets qui ont été explorés et qui permettent aujourd'hui, du côté industriel, et du côté de Nexter du moins, sur le sujet des canons César et sur les munitions en particulier, de réduire les délais, d'augmenter les capacités de production et d'être plus résilient dans notre chaîne de fournisseurs. Alors, cette situation-là, je pense que l'industrie a été au rendez-vous, je pense qu'elle produit des résultats, mais elle ne manque pas de soulever des questions de fond sur les implications structurelles et sur finalement des interrogations de long terme sur ce que ça implique, dans le sens où l'effort initial qui a été celui de la démarche économie de guerre, c'est-à-dire une mise sous tension politique, une mise sous tension de la BITD avec un effort initial qui a permis d'enclencher une dynamique, nous croyons que cette dynamique-là n'est soutenable que, d'une part, par un soutien accru de la commande publique, parce que, et ça c'est une antienne qui a été répétée par les industriels dans le cadre de la LPM, il ne peut y avoir de visibilité industrielle sans commande, et donc sans commande ferme, qui permettent d'asseoir un socle industriel et d'asseoir une production. Et donc, sur ces domaines-là qui ont été particulièrement mobilisés dans le cadre de l'économie de guerre, la commande publique est indispensable et de manière régulière. Et deuxièmement, il ne faut pas que l'économie de guerre se fasse au détriment de l'export. L'export restera absolument vital pour la BITD. Là, ce n'est pas seulement le terrestre, ce n'est pas seulement le Nexter, je pense que c'est à peu près tous les secteurs industriels de défense. C'est non seulement vital pour l'équilibre économique, c'est aussi un véritable atout pour la compétitivité et il y a un besoin véritablement d'un soutien politique accru pour décupler, pour catalyser nos performances à l'export. Sur un plan industriel, je pense que la question des stocks pose également celui plus sous-jacent, plus lancinant du partage des risques entre industriels et entre l'État. L'économie de guerre, c'est une démarche qui est avant tout politique, qui répond à un objectif de politique étrangère, de politique de défense, impulsée par le ministère des Armées. Jusqu'ici, les démarches ont été fortement autofinancées par les industriels, en lien évidemment étroit avec l'État. Je pense qu'il y a besoin de clarification de ce qui est à la charge de l'industrie, de ce qui est à la charge de l'État. Il y a évidemment des stocks qui sont légitimement dévolus à l'industrie, mais il y a des stocks qui ne pourront pas être dévolus à l'industrie pour des raisons simplement de coût. Un stock, c'est un coût, et il ne faudrait pas, et ça a été tout le discours sur l'article 24 de la LPM qui a été voté ce mercredi à l'Assemblée nationale, il ne faudrait pas que, en faisant peser des charges trop importantes sur l'industrie, ces obligations-là, finalement, dégradent la performance des industriels, donc dégradent leur compétitivité et donc leur capacité à exporter. Il faut s'inscrire dans un cercle qui est vertueux de soutien et non pas dans un cercle vicieux ou qui dégrade la performance, mais ça, c'est évidemment bien pris en compte et on en discute assez étroitement avec le ministère des Armées. Donc, en somme, je crois que l'industrie est dans une phase de transition brutale, et je conclurai par là, un changement de modèle et aujourd'hui une forme d'incertitude sur le point d'aboutissement final de cette transformation qui, au fond, ne porte pas seulement des enjeux industriels, porte des enjeux économiques, porte des enjeux capacitaires, porte des enjeux de RH pour les industriels et peut-être une transformation de long terme. Je conclus en insistant sur un point également, sur le fait que les efforts actuels qui sont mis sur les enjeux de production, qui répondent à des logiques de court terme, ne doivent
surtout pas obérer la préparation de l'avenir, la préparation des capacités futures, et finalement, il ne faut pas, sous prétexte que l'on met un effort accru sur aujourd'hui la production de certains systèmes, délaisser des pans et finalement prendre du retard sur les systèmes futurs. Il faut faire évoluer les systèmes, préparer l'artillerie du futur, préparer les chars du futur et les munitions du futur, et le faire conjointement avec les capacités de production. Merci beaucoup pour votre introduction et surtout votre rappel du fait que la BITD française ne jouit pas d'un effet de taille de marché, hein, un petit peu comme les entreprises, des entreprises américaines. Donc, on reste quand même encore aujourd'hui, je pense, sur une BITD du juste besoin. Donc, on a bien compris que du point de vue du maître d'œuvre industriel, pour répondre à cette montée en cadence de production brutale, comme vous le dites, derrière, c'est les stocks des investissements industriels et toute la problématique de relocalisation d'un certain nombre de technologies jugées, ou en tout cas de composants jugés critiques. Justement, quand on parle de cette question de relocalisation ou de fragilité, le cas échéant, dans la supply chain qui a été identifiée. Je vais me permettre de passer la parole à Thierry Gueff pour nous expliquer justement les contraintes et l'environnement complexe que connaissent les PME de défense actuellement, justement pour être en mesure, elles aussi, d'être mises sous tension et de monter en cadence de production. Merci Hélène. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, très bien. Oui. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je reconnais certains noms dans la liste, mais enfin, le monde de la défense, ça reste un petit monde, hein, donc tout le monde finit par se connaître. J'aurais juste un propos liminaire. Souvent, on confond les deux casquettes que je peux avoir, à savoir celle de patron de boîte et celle de représentant d'association de PME. Il va de soi qu'ici, dans ce genre de conférence, de manière générale, quand je prends la parole de manière publique, ce n'est pas au nom de mon entreprise, c'est au nom des entreprises que je suis censé représenter. Et le discours que je peux avoir n'est pas un discours forcément adapté à mon entreprise, mais qui représente la moyenne ou la médiane de ce que mes confrères pensent. C'est à la fin une position conceptuelle de l'ensemble des PME. Alors de l'ensemble, pareil, on pense être représentatif des 4000 PME et ETI de la BITD, mais on ne représente pas 4000 PME et ETI de la BITD. Le comité Richelieu, c'est à peu près 300. Je suis également vice-président nouvellement élu du cluster Eden, qui regroupe 200 PME plutôt en région cette fois-ci, autour de la région Rhône-Alpes, la Bretagne et puis le Grand Est. Donc, ça fait, on va dire, un peu plus de 500, entre 500 et 600 PME sur les 4000 représentant la BITD. Alors, est-ce que c'est représentatif? Je vous laisse le soin de l'imaginer. Mais j'ai décidé de structurer mon exposé en 3 points: l'approvisionnement, le recrutement et le financement. Il va de soi que le monde de l'industrie, le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est toujours un monde qui est pas parfait. C'est un monde compliqué, sinon ce genre de poste que j'occupe aujourd'hui ne servira à rien. On est là justement pour toujours mettre de l'huile dans les rouages. Mais il c'est vrai que la conjoncture fait que ces 3 points-là deviennent prégnants. Ce problème de l'approvisionnement, j'aimerais commencer par dire que ce qu'a dit Alexandre, je le partage évidemment à 100%. On n'est pas ici grand groupe contre PME, PME contre ETI, etc. On est tous main dans la main dans une supply chain qui est structurée depuis des décennies face à des problématiques qui sont identiques. Donc, je vais juste me permettre de complémenter avec la vision PME, la vision supply chain, ce qu'a dit de manière très claire Alexandre avant moi. Les problèmes d'approvisionnement ne datent pas de l'économie de guerre. Les problèmes d'approvisionnement, ils ont commencé en fait après la crise Covid. Il y a eu un arrêt brutal de toute la fabrication de par le monde. Et tout a été relancé quasiment de manière concomitante, ce qui a en fait généré des tensions sur l'ensemble de l'industrie, pas uniquement l'industrie de défense, avec d'ailleurs des priorités qui ont été données souvent à l'industrie des télécoms, l'industrie de l'automobile, etc., l'aéronautique, les secteurs qui étaient évidemment en tension pendant la crise Covid, et la défense étant un marché niche même au niveau mondial, a été mis derrière tout ça.
Donc, on souffre depuis maintenant presque 3 ans. Et même si la situation semble stabilisée, elle est stabilisée en fait vers le bas et pas vers le haut. On est stabilisé, mais on ne voit pas une amélioration des choses. Donc, je vais aussi enfoncer les portes ouvertes. Le marché de la défense, c'est un marché totalement pyramidal. Il y a un seul acheteur, c'est un molopsone, hein, le marché de la défense. Il y a un seul acheteur, c'est l'acheteur public. Au cran suivant de la pyramide, il y a une dizaine de maîtres d'œuvre industriels, dont 2 ici présents, Nexter et Naval Group, mais évidemment, il y a Thales, Safran, BDA, etc., etc. Et puis en dessous, on a des ETI, un peu moins qu'en Allemagne, donc des entreprises de taille intermédiaire entre 250 et 5000 personnes, souvent d'ailleurs sous-traitantes de ces grands groupes, et ensuite des équipementiers et des petits sous-traitants constitués par l'ensemble des PME de la supply chain, qui sont souvent duales, qui travaillent à la fois pour le militaire et le civil, souvent B2B, pour l'aéronautique, pour le ferroviaire, etc., etc. Alors, ce qu'a dit Alexandre Travès, c'est-à-dire que plus on descend dans la... Enfin, on a des besoins de réactivité parce qu'on a une logique de flux et pas une logique de stock, c'est toujours ce qui nous a été dit. Et quelque part, plus on descend la supply chain, plus la réactivité doit être importante. Évidemment, parce que le maître d'œuvre a peut-être 2 ou 3 ans pour produire, et il va descendre au rang 1, puis ensuite en rang 2, et puis on va descendre, et puis on va demander quelque part de raccourcir les d'approvisionnement pour respecter le délai du maître d'œuvre. Mais malheureusement, les composants électroniques, par exemple, la matière première, par exemple, ne fait pas le distinguo entre un équipementier de rang 2, 1 ou un maître d'œuvre de rang 0. Quand on fabrique des composants électroniques en Taïwan, on s'en fiche de savoir si on va livrer Thales ou une PME du Languedoc. Donc, à la fin, la contrainte est la même. Et ces problématiques fait qu'en fait, sur la PME, les tensions sont gigantesques. Et donc, la logique de stock, elle devient évidemment la seule logique possible. Donc, ça veut dire de l'anticipation, comme l'a dit Alexandre, mais l'anticipation dans la PME dépend également de la visibilité que va donner le client, hein, l'ensemble de la chaîne qui est au-dessus de lui. Et cette visibilité, il faut qu'il y croie. Il faut qu'il y croie pour pouvoir investir sur ses deniers propres, pour pouvoir constituer des stocks stratégiques, non pas de produits finis, mais de composants, de matières premières élémentaires qui permettent de fabriquer. Et c'est vrai que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Dans des situations où les choses vont changer, alors l'économie de guerre, on en a parlé, c'est très bien, mais les impacts qu'il y a pu avoir, par exemple, entre le besoin d'avoir, par exemple, plus de munitions, de MCO par rapport à des programmes neufs, il y a des équipes qui ont changé il y a quelques mois, font qu'il y a des PME qui se retrouvent avec des composants qui ont été stockés en vue, par exemple, de produire du Serval. Et puis à la fin, Serval, finalement, est repoussé à beaucoup plus loin. Et donc les stocks sont là. Le financement qui a été mis là-dedans n'a pas été mis sur autre chose, et ainsi de suite. Donc ces tensions, quelque part, elles deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure qu'on descend la supply chain. Et c'est vrai que le 24 février 2022 et la crise de l'énergie qui a suivi n'a pas amélioré les choses, avec des surcoûts, l'inflation, donc des tensions sur, évidemment, les approvisionnements en termes de délai, mais aussi en termes de coûts. Et donc en termes de financement. J'en ai déjà parlé, mais ça a rajouté encore quelque chose. Concomitant des premiers remboursements de PGE. Les PGE vont arriver à échéance là, cette année. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui se retrouvent en fait avec un besoin de rembourser ces PGE, avec des tensions sur l'inflation, etc. Et tout ça fait que tout ça est contraint par le financement. Et c'est le troisième volet de ma présentation, mais qui est forcément lié par rapport à celle-ci. Ça, c'est le premier point, c'est le point de l'approvisionnement. Notre conclusion par rapport à tout ça, c'est que le travail qu'a rappelé Alexandre, main dans la main avec les maîtres d'œuvre, doit se poursuivre absolument, de manière très structurée, peut-être d'ailleurs pilotée un peu plus par les groupements interprofessionnels que le J4, le JCAN, le JFAS, à la manière de ce qui a été fait dans l'aéronautique civile, et de manière en fait à être être au rendez-vous de ce que nous demande le ministre. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le recrutement. Alors là aussi, c'est un problème qui est générique, qui n'a pas uniquement trait au PME, mais qui a trait en fait à l'ensemble de l'industrie défense, mais de manière générale à l'ensemble de l'industrie. Il y a un désaveu évident de nos jeunes et de nos moins jeunes d'ailleurs pour l'industrie. Alors je ne vais pas revenir sur les raisons sociologiques du sujet.
Mais le constat est là, même si parfois il y a des écoles de soudure qui existent de par le monde, de soudeurs, pardon, de métallurgie, même si ça existe encore, mais il y en a moins en moins, eh bien, il y a très, très peu d'élèves par classe. Personne ne veut y aller. Personne ne veut y aller. L'industrie, depuis les 70, ça a une connotation qui est extrêmement négative. Il y a des tentatives par France Industrie en particulier de renforcer, de retourner ces tendances, mais le mal quand même est fait. C'est quand même beaucoup plus difficile à chaque fois de remonter la pente que de la descendre. Et à cette difficulté de la connotation négative de l'industrie se rajoute ici l'armement. Pour un jeune aujourd'hui, l'armement, dans une vision très RSE des choses, l'armement, c'est le mal. C'est le mal absolu la plupart du temps. Alors évidemment, on est tous autour de cette table pour démontrer qu'on peut aussi avoir une vision un peu plus intelligente que celle-là, mais il m'arrive, moi, très souvent, là je témoigne cette fois-ci à titre personnel, de rencontrer des jeunes qui travaillent dans mon entreprise. Ils disent, moi je travaille plutôt dans l'aéronautique, mais je ne veux pas travailler dans la défense, parce que je n'ai pas envie de faire du mal à mon frère humain. Et c'est vrai que les ONG, certaines ONG, vont, quand elles comment dire, mettent trois entreprises françaises comme Dassault, Thales et MBDA devant les tribunaux pour complicité de crimes de guerre contre l'humanité il y a exactement un an, c'était le 6 juin l'année dernière, vous vous en souvenez sans doute, et que ça a fait la première page des journaux, et pas uniquement Mediapart. Eh bien, c'est sûr que dans la jeune génération, ça montre quoi? Que l'industrie est complice. L'industrie de défense est complice de soi-disant crimes contre l'humanité. Donc, on a une vraie guerre de communication derrière qui n'est pas évident qu'on gagne aujourd'hui parce qu'on est quand même, tout est tout sur la table, plutôt dans une vision un peu de la grande muette que de la communication surabondante. Ce marché de l'emploi, donc déjà très tendu, renforcé par tout ça, et donc ça devient la guerre. Le loi de la jungle, vraiment le loi de la jungle. C'est-à-dire qu'entre maîtres d'œuvre, eh bien, on a besoin, il y a des milliers de besoins qui font jour à tous les niveaux de la structure, ouvriers, techniciens, ingénieurs, et les gens en fait se piquent via les cabinets de recrutement les talents. Pareil entre les PME et les grands groupes. Donc tout ça, c'est la guerre ouverte. Je pense que malheureusement, ça fait plus de mal qu'autre chose. C'est une vision très court-termiste. J'ai discuté avec pas mal de DRH, de grands groupes d'ailleurs, qui sont tous unanimes. Il y a un début quelque part de réflexion, de structuration transversale de tout ça, mais on en est aux prémices. On n'est pas encore au niveau de ce que GIFAS a fait avec l'aéronautique civile dans les années 2000, au moment où Airbus a engrangé des commandes de visibilité de 10 ans. Ici, une fois de plus, comme l'a dit Alexandre, la visibilité, peut-être, elle est là sans être là. Hein. On n'est pas sur des marchés aussi porteurs que ceux de l'aéronautique. Et donc, la structuration avec un financement en avance de phase, autofinancé de l'industrie pour recruter tout ça, c'est très compliqué. Avec des besoins aussi de formation qui n'existent pas. Donc, de plus en plus de grands groupes vont faire leurs écoles, leurs propres écoles, mais également les PME. Les PME vont recruter des gens qui ne connaissent rien et vont les former sur le tas. Et tout ça, ça a un coût. Ça a un coût à la fois en temps et aussi en argent. Et ça, c'est autofinancé. Donc, on retrouve le problème précédent. Voilà, le troisième point, je vois que le temps court, il me reste 5 minutes. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est celui du financement, qui est cette fois-ci propre aux PME. Hein. On a drastiquement, de manière structurelle, un problème de financement de haut de bilan dans les PME de défense. Ce n'est pas nouveau, comme vous le savez, ça fait des décennies que nous avons ce problème, qui est assez franco-français, qui est dû au fait que les sociétés d'investissement de capital risque aussi ont beaucoup de mal, les banques ont beaucoup de mal à investir dans les boîtes de défense parce qu'elles considéraient plutôt que d'abord les cycles économiques sont au-delà des 5 ans habituels pour avoir le ROI d'une boîte d'investissement, qu'également le veto que pour avoir l'État, le veto absolument normal, hein, bien entendu, hein, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que j'explique, je prends simplement le point de vue des investisseurs. Le veto que peut avoir l'État sur la prise de participation de l'étranger dans des sociétés stratégiques va à l'encontre quelque part du libéralisme économique.
Donc déjà, il y avait ça qui empêchait pas mal de financement au bilan. Mais se rajoutent aujourd'hui les problèmes de RSE qu'on a déjà abordés, les problèmes de taxonomie européenne qui ont été mis un peu à l'arrêt pendant la crise Covid, mais qu'on sent repartir en ce moment. Et donc, c'est très, très compliqué. Alors, aujourd'hui, il y a évidemment l'État s'en préoccupe depuis de nombreuses années. Donc, il y a la création de DEFAVEST, qui était très bien, avec une volonté d'aider l'entreprise en haut de bilan, mais de manière minoritaire. Je loue l'arrivée d'un nouveau fonds qui s'appelle Vanguard Capital, qui est un des seuls aujourd'hui sur la place, qui va permettre de concentrer sur les boîtes de défense. D'ailleurs, je vois une parenthèse, le comité Richelieu organise le 27 juin prochain donc dans les locaux de BPI, BPI, Paris, une après-midi sur le sujet du financement haut de bilan avec justement BPI, Definvest, la DGA, Vanguard Capital, etc. Et d'autres sociétés, des clusters de financement, pour justement traiter de ce sujet spécifique, parce que ce n'est pas en quelques minutes qu'on pourra le traiter. Et alors ça, c'est le haut de bilan. Mais le bas de bilan, c'est pareil. Le bas de bilan, c'est des exemples qui remontent d'ailleurs aussi chez les grands groupes. On a des problèmes similaires. Je sais que J4 s'est emparé du sujet. C'est par exemple, on vend l'export, on a une licence d'exportation parce que vous savez très bien que la vente d'armement, elle est interdite sauf dérogation, c'est la loi de 47. Donc la dérogation, c'est ce qu'on appelle la CIEM, c'est-à-dire l'autorisation par le Premier ministre, du Premier ministre d'exporter de l'armement. Et à ce moment-là, donc tout est clair, on a les papiers, etc. Il faut quand même à la fin une transaction financière entre une banque de départ et une banque à l'arrivée, une banque en France et une banque dans un pays X. Eh bien, la banque française peut dire non, finalement, moi, même si vous avez la CIEM, moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a un risque. Alors ça va dépendre évidemment de la succursale bancaire, qui n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe au niveau national, etc. Le rapport avec c'est comme d'habitude avec les banques, mais ça arrive malheureusement très souvent. Et il y a aussi le problème des facteurs. On a aussi des remontées de certains de nos adhérents qui, j'ai un cas ici qui m'est arrivé hier, d'un facteur qui, je ne citerai pas qui, associé évidemment à une banque qui refuse d'avancer l'argent sur des factures MBDA. Parce que MBDA a une vision vue par la banque, pas forcément extrêmement RSE. Ce sont des cas concrets. Alors, et ça, je sens bien que on sent bien que l'état du monde et son évolution, même avec la guerre en Ukraine, qui a un peu inversé les tendances, même avec la lutte contre le terrorisme, qui a également inversé les tendances, reste quand même réel. Voilà, donc je n'ai pas de solution, malheureusement, à vous apporter sur ces 3 sujets. Je vais juste apporter un témoignage issu de l'ensemble de mes confrères de la profession. Merci à vous, merci pour ce témoignage. J'espère quand même que dans la partie débat, on va essayer d'approcher comme les leviers d'action, parce que j'espère qu'on a des leviers d'action, mais c'est vrai que là, la difficulté, c'est cette concomitance des crises. Déjà, effectivement, il y a l'après-Covid, cette montée, cette mise sous tension suite à cette nécessité de reconstituer les stocks dans une période désormais d'inflation, tout en ayant cette nécessité de remboursement des PGE, cette tension sur les marchés de l'emploi. Donc en fait, c'est cette concomitance qui complexifie la donne et qui fragilise de facto les PME de défense. Mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça et surtout sur les actions, le cas échéant, pour limiter ces fragilités en fait constatées, en tout cas qui ont l'air de se renforcer dans la supply chain. Dernier éclairage avant d'approfondir certains sujets, la question mais qui est liée en fait à cette montée justement cette montée en cadence de production, c'est la question donc de l'internationalisation de la supply chain. Paul Hérault, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les tendances ces dernières années et les conséquences aussi de cette internationalisation? Oui, alors merci Hélène pour cette proposition d'intervention. Alors j'ai quelques planches à partager, donc j'espère que ça va marcher. Écoute, il n'y a pas de raison. Autorisé, tout à l'heure ça fonctionnait bien. Alors là, tu partages l'écran. Ouais. Et l'écran, c'est bon? C'est bon, vas-y, passe en diaporama. Voilà. Ok, on est bon. Donc cette problématique donc, de montée en puissance
industrielle, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs et qui ont déjà été largement évoqués, donc je me concentrerai uniquement sur certains. Le préalable, mais tout le monde l'a déjà dit, hein, c'est quand même les crédits de paiement. L'industrie ne monte pas en puissance sans marché et sans crédit de paiement. Donc, c'est d'abord ça le nerf de la guerre, si on peut dire. Quand il y avait des Liberty Ships fabriqués comme des petits pains pour la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord parce qu'il y avait un ministère américain qui était capable de financer ces Liberty Ships. C'est pas parce que l'industrie américaine avait décidé de les produire. Donc, c'est quand même le premier élément déclencheur. Alors ensuite, pour ce qui relève plutôt de l'industrie et de la montée en cadence, donc, il y a 3 points sur lesquels je reviendrai. L'organisation industrielle, donc ça c'est très large, mais parce que c'est aussi bien des questions d'outils industriels, d'investissement, de méthodes, de processus, de structuration derrière aussi de la filière et de l'approvisionnement, ça a déjà été évoqué. Et là, donc effectivement, hein, moi je me focaliserai plutôt sur l'impact de l'internationalisation sur cette organisation industrielle. Il y a un deuxième point qui me semble aussi important, même s'il est négligé. Alors, je ne m'étendrai pas beaucoup dessus, mais quand même, il faut le mentionner, c'est le lien justement qu'il peut y avoir entre l'architecture technique, en fait, fonctionnelle et physique des produits ou systèmes d'armes et cette organisation industrielle. En fait, la thèse que j'ai réalisée il y a déjà quelques années et plusieurs exemples montrent qu'autour de la notion de modularité, il y a bien un lien entre la manière de concevoir les systèmes et derrière l'organisation industrielle qu'on met en œuvre et du coup aussi sa possibilité de monter en puissance. Et enfin, évidemment, hein, les usines ne tournent pas encore toutes seules, loin s'en faut, même avec l'usine 4.0 et autres. Donc, il y a bien encore de l'humain derrière tout ça. Et comme mes collègues l'ont dit, cette montée en puissance, elle est aussi sous l'angle RH, avec deux éléments, en fait, à la fois une montée en puissance quantitative, mais aussi qualitative, puisque nous ne sommes plus voilà, en 1914-18 à pouvoir prendre simplement de la manœuvre. C'est pas simplement de la force physique dont on a besoin pour faire tourner des usines d'armement avec voilà, des femmes qui viennent remplacer les hommes partis au front. On n'est plus du tout dans ce type de contexte-là, évidemment. Et donc, aujourd'hui, c'est surtout et beaucoup la bataille pour les compétences, même si, évidemment, les femmes restent aussi au cœur de cette bataille pour les compétences. Donc, pour commencer sur l'internationalisation, alors, l'internationalisation des chaînes de valeur, hein, c'est une expression bien savante pour en fait illustrer quelque chose que chacun d'entre nous expérimente au quotidien. Hein. Les voitures ne sont plus depuis longtemps fabriquées dans un pays unique, mais bien avec des sous-systèmes, des équipements réalisés à peu près partout. Nos smartphones aussi, évidemment. Hein, ce n'est pas, même quand c'est conçu par Apple, derrière, il y a une batterie qui vient d'un pays, l'écran tactile qui vient d'un autre pays, l'assemblage qui est fait dans un troisième encore. Même sur des produits qui semblent très intégrés, comme je sais pas, un parfum, on s'aperçoit qu'en fait, le boîtier peut faire le tour du monde parce qu'il est imprimé dans un pays et le parfum inséré dans un autre. Enfin, voilà, et tous ces éléments et cette internationalisation ne concernent pas uniquement en fait, les biens manufacturés, mais on le voit dans les services. Tout le monde a fait l'expérience d'avoir au téléphone Jean-Jacques depuis l'Inde, hein, et il sait combien c'est facile. Et puis la digitalisation, évidemment, contribue à cette fragmentation des chaînes de valeur, fragmentation qui est à la fois fonctionnelle, donc les tâches se répartissent entre territoires, organisationnelles, avec des chaînes d'approvisionnement de plus en plus morcelées, et évidemment géographiques, ultimement. Alors, avant d'en venir à l'industrie de défense, on pourrait penser que c'est assez générique et éloigné de l'industrie de défense, mais pas tellement en réalité, puisque on observe bien en fait ces tendances dans l'industrie à la fois aéronautique, civile et militaire. Donc il y a 2 vignettes là assez claires qui le montrent sans détailler système par système. Vous voyez bien aussi bien sur un Boeing Dreamliner que sur un chasseur Gripen à quel point on peut avoir des avions made in the world, aussi bien pour le Boeing que pour le Gripen.
Et pour comprendre en fait un peu ces raisons, il faut bien voir quand même tout l'intérêt de l'internationalisation. Aujourd'hui, après le Covid et l'Ukraine, tout le monde semble être un mondialiste repenti. Cela dit, il faut quand même bien voir que c'est une tendance lourde depuis des décennies et il y a quand même des raisons. La première, c'est évidemment la compétitivité-prix. Si on a morcelé les chaînes de valeur, c'est pour focaliser chacun sur ses tâches, les tâches les plus spécifiques, et aller chercher une spécialisation aussi territoriale et géographique en fonction des avantages comparatifs de chacun. Donc, il y a un véritable argumentaire en termes de compétitivité-prix. Il y a un atout aussi hors prix qui est en fait celui d'avoir accès à des solutions techniques, des produits, services que l'on ne trouve pas forcément sur son territoire national. Et ça reste vrai, même comme une des grandes BITD comme la BITD américaine, par exemple. Voilà, pour certains équipements de propulsion, ils sont contents d'avoir, par exemple, des moteurs allemands MAN pour certains de leurs navires. Et puis, cette internationalisation, elle permet aussi d'avoir des secondes sources en solutions de secours par rapport à des sources nationales ou même européennes. Et donc, ce n'est pas forcément à négliger. Donc, avant d'en venir aux ruptures, il faut quand même bien se souvenir de toutes ces opportunités et de tous ces atouts qui ont été recherchés, surtout en des périodes on va dire de vache maigre, hein, où la pression sur les prix, la recherche des cotes était extrêmement importante. Bon, face à ça, évidemment, aujourd'hui, avec le Covid, avec l'Ukraine, on sait bien tous les inconvénients aussi de cette internationalisation, donc en termes de risque de rupture qui ont en fait différentes causes. Ça peut aussi être aussi bien des pressions politiques étrangères liées au contrôle export ou à l'extraterritorialité de certaines lois. La France, notamment, avait connu ces pressions au moment de la crise irakienne sur certains éléments spécifiques de son porte-avions, par exemple. On l'a vu aussi avec différentes catastrophes naturelles, et ça depuis des décennies, avec des inondations en Asie du Sud-Est qui avaient interrompu les chaînes d'approvisionnement, notamment dans l'automobile électronique. On a pu le voir aussi quand il y a eu un incident au niveau du canal de Suez avec un bateau qui avait été resté coincé, et puis évidemment les pandémies. Donc tout ça, les raisons ne manquent pas. Et puis le risque aussi de rupture est accru par le fait qu'à l'étranger, évidemment, les leviers de maîtrise sont réduits. On se retrouve en concurrence avec les autres clients ou partenaires et les leviers juridiques sont amoindris. On a bien vu à quel point, au moment des vaccins, même entre gentils partenaires européens, les stocks étaient un peu sauvagement accaparés ou réquisitionnés pour faire bénéficier sa propre population, évidemment. Et derrière ça, en fait, il y a une question que je voudrais poser derrière ces risques. En fait, c'est de l'objectif que l'on recherche en fait lors de la montée en puissance et de la sécurisation en fait de la BITD. C'est est-ce qu'on recherche de la résilience ou de la robustesse. Alors, c'est une distinction qui n'est pas de moi, elle est de Sébastien Miroudot, qui est un chercheur à l'OCDE. Et en fait, ce sont deux objectifs assez distincts. Chercher la résilience, en réalité, c'est qu'on admet la rupture d'approvisionnement et on cherche surtout la capacité à se relever une fois qu'on est tombé. Alors que la robustesse, c'est très différent, c'est qu'on ne s'autorise pas à tomber. Et donc, ça peut donner des organisations industrielles sensiblement différentes et des degrés de maîtrise assez différents. Si on parle évidemment de la dissuasion, on va rechercher la robustesse puisque il apparaît impensable et c'est hors du contrat que de mettre en cause la maintenance d'un SNLE et de pouvoir nuire à la permanence. C'est quelque chose qui n'est pas négociable. Donc là, il est évident que l'organisation doit être robuste. On ne se pose pas la question de pouvoir à un moment interrompre. Mais dans d'autres cas, si c'est plutôt la résilience qui est recherchée, voilà, plusieurs auteurs arguent du fait qu'une organisation internationale, finalement, est tout à fait apte à répondre à ces objectifs de résilience, justement parce qu'on met en concurrence plusieurs acteurs, plusieurs territoires, et qu'on joue en fait sur un marché beaucoup plus vaste. Et donc, finalement, le plus large est le meilleur, puisqu'il permet de rebondir et de ne pas être lié à une seule source nationale, par exemple.
Donc, pourquoi est-ce que cette internationale a pu se développer? Donc, j'ai déjà finalement un peu évoqué les freins à l'international, puis on en a parlé aussi avec les interventions précédentes, le cadre réglementaire, les ambitions d'autonomie, le fait qu'on est avant tout sur des monoxones et effectivement sur des marchés nationaux et l'absence de marché global. Mais il y a quand même aussi certains moteurs qui se sont développés ces dernières années, y compris sur les marchés de défense. Donc, j'ai déjà évoqué la question des approvisionnements du haut, la pression sur les prix, et aussi, il faut bien le dire, le constat que l'innovation aujourd'hui vient aussi du civil et qu'on recherche à intégrer des composants civils ou des solutions civiles. Et bien, ça introduit une forme d'internationalisation indirecte, puisque ces produits et services civils sont bien souvent eux-mêmes le fruit de chaînes de valeur internationales. On sait aussi avec la demande des clients étrangers dans le cadre de programmes export, il y a toujours de plus en plus de demandes de contenu local, de transfert de technologies. On l'a vu dans le naval, mais on l'a vu aussi dans l'aéronautique avec les Rafales, par exemple. Et également les coopérations européennes, puisque dans le cadre de ces coopérations, il y a des workshares, il y a des achats croisés communs, et on se répartit un petit peu le monde et la valeur ajoutée. Donc, il y a au sein de l'industrie de défense des tendances lourdes qui conduisent justement aussi à cette internationalisation. Alors voilà, pour les illustrer, je vous ai mis par exemple l'exemple des coopérations. Vous avez là deux cas assez bien connus où quand on prend les équipements d'une FREMM ou d'une frégate Horizon, voilà, du fait de la coopération franco-italienne, vous avez plusieurs équipements, radars, lance-leurres ou autres, qui viennent de nos partenaires. Voilà. Il y a un autre levier qui, lui, est beaucoup plus subi, c'est évidemment les matières premières, on en a parlé déjà un petit peu. Donc là, vous avez une représentation qui était juste avant la guerre en Ukraine de la dépendance de l'industrie allemande en matières premières russes. Et vous voyez, par exemple, voilà, pour le nickel, jusqu'à 44% de dépendance. Pardon. Pour le titane, alors en fonction des produits, c'était entre 41 et 33%. Et en face, sur les mêmes, vous avez les montants. Et donc, on voit bien qu'évidemment, sur ces matières premières, il y avait bien une dépendance et une nécessité, en fait, pour l'industrie allemande et plus largement européenne, d'avoir accès à des approvisionnements étrangers. Et d'ailleurs, ça ne fera sans doute que se renforcer avec le développement de technologies électriques, de batteries, puisque évidemment, pour toutes ces batteries vertes, avant d'être vertes, elles nécessitent des matières premières et des intrants qui sont rarement générés de manière la plus verte qui soit, et donc viennent de l'étranger et souvent de pays en voie de développement. Donc je ne vois pas de résorption, je dirais, à court terme de ces dépendances, même si on changera peut-être région, et évidemment, ce ne sera plus forcément la Russie qui sera en tête sur ces origines-là. Mais il est évident que ce n'est pas demain que l'on va remplacer tous ces approvisionnements par des sources nationales ou européennes. Un autre facteur, j'avais évoqué donc effectivement aussi l'électronique. Là, c'était simplement l'illustration de cette fragmentation et de cette segmentation extrêmement poussée, où l'on voit donc pour des équipements, des composants d'avions de patrouille maritime P-8 Poséidon américains, toute la fragmentation de la chaîne entre l'intégrateur, les systémiers, les équipementiers, les différents services qui venaient avant de s'apercevoir finalement que, alors qu'on pensait que la chaîne était complètement américaine, et bien en dessous, vous aviez une filiale japonaise d'un groupe chinois à l'origine du composant. Ça montre bien en fait comment ce magma et cette extrême fragmentation physique et fonctionnelle a aussi conduit à une certaine perte de visibilité sur les rangs inférieurs des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur. Alors là, c'est une planche qui illustre plutôt l'autre élément que j'avais évoqué sur les demandes de contenu local des clients. Donc, vous avez un peu la répartition par bloc et par localisation, voilà, de destroyers antiaériens Hobart australiens
voilà, sur la base d'un design espagnol pour la plateforme, d'une conception américaine du système de combat, d'équipements américains, britanniques, norvégiens, et puis finalement d'un assemblage sur plusieurs sites en Australie. Enfin, vous voyez tout ce que peut être aussi, même sur des navires fortement armés, cette fragmentation géographique et internationale de la chaîne de valeur. Et dans ce cas-ci, en fait, plutôt non pas subi, mais en fait assumé ou même recherché par le client. Alors voilà, cette modularité et cette fragmentation, je disais, elle est aussi en lien avec la manière dont sont conçus les produits, les systèmes. Donc là, c'est l'extrait d'un fascicule, hein, d'un acteur du naval néerlandais qui justement en fait montrait à quel point alors, il y a une dimension évidemment assez marketing, hein, mais c'est intéressant de voir le lien, montrait le lien entre sa conception en fait du navire et le gain de temps qu'il pouvait faire et en même temps l'atout pour la localisation, le contenu local en fait auprès de ses partenaires. Voilà, avec un décalage entre les phases de conception, hein, les pics gris, et puis derrière les phases d'intégration physique des équipements. Il m'a montré comment il concevait ces bateaux et comment est-ce qu'il structurait sa production, justement pour permettre du contenu local et gagner du temps. Deuxième illustration extrêmement rapide, là c'est plutôt un exemple allemand, on vous montre comment finalement ils ont complètement, en tout cas dans le discours, comment ils ont standardisé les interfaces pour pouvoir avoir une plateforme finalement permettant d'intégrer, c'est mieux qu'une voiture, hein, vraiment le socle commun, et puis ensuite toute la variabilité des équipements, senseurs et effecteurs possibles et imaginables, avec même des choix de zones personnalisables. Et on voit bien là-dedans, en fait, toute la capacité derrière aussi à produire ces différents modules dans différents pays s'il y a besoin, ou en faisant appel à des partenaires internationaux en fonction des attentes du client. Donc, tout simplement pour illustrer le fait, voilà, qu'il y a bien un lien entre l'architecture, je dirais, industrielle et la manière dont on conçoit à la base les navires. Les navires, ou les autres systèmes d'armes d'ailleurs, c'est assez générique. Donc tout ça, ça a certains atouts, hein. L'intérêt de pouvoir plus fragmenter et donc d'intégrer plus facilement les innovations ou innovations capacitaires et de ne pas avoir à refaire l'intégralité de l'architecture ou de l'ingénierie. Ça permet aussi plus facilement de mettre en concurrence les fournisseurs de modules ou sous-systèmes. Mais évidemment, ça a des compensations, hein, certaines limites. D'abord sur le fait qu'il faut que les interfaces soient standardisées. Ça génère aussi potentiellement des coûts de coordination, des risques aussi sur l'engagement sur les performances d'ensemble, hein. Vous vous souvenez peut-être des débats, des négociations qu'il y a eu entre Dassault et les partenaires indiens quand même, entre la part de contenu local et l'interrogation sur qui garantissait quand même les performances d'ensemble. C'est aussi ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le cadre de programmes en coopération, hein. La standardisation aussi peut induire de moindres performances et évidemment complexifier l'intégration d'innovations de rupture, puisque la standardisation, c'est très bien, mais quand le standard change, forcément, il faut être capable d'aller à la génération au-delà. Tout ça pour dire et faire le lien avec la dernière partie, sur l'importance en fait, des compétences en ingénierie système et architecture, pour concevoir cette modularité, mais plus largement pour être capable de monter en puissance. Et sur les quelques minutes voilà, qui me restent, je voudrais juste accentuer un peu ce point sur le caractère clé des compétences. Donc, si on prend un peu l'exemple du Naval, en fait, le Naval Group, le portefeuille de compétences que l'on a à maintenir est extrêmement large. Vous voyez que ce sont à la fois des compétences en études d'ingénierie avec de l'architecture d'ensemble, de l'architecture navale, évidemment aussi de l'architecture du système de combat, des sous-systèmes du système de combat, mais aussi les performances transverses du navire, hein, optimiser ses signatures, garantir la sûreté nucléaire aussi, la tenue au choc, par exemple. Évidemment, aussi tout ce que l'ingénierie des systèmes et sous-systèmes, avec des sous-systèmes qui sont en fait extrêmement variés, hein, ça va de la propulsion à la cyber, à la navigation, aux communications. C'est à chaque fois un expert derrière chaque système. L'importance aussi des technologues pour être capable de faire les choix
avisé sur chaque technologie intégrée. Il y a aussi à ne pas négliger une importance de l'ingénierie de maintenance, puisqu'on n'est pas dans du sell and forget, mais une fois qu'on a vendu le système, il faut bien le maintenir pendant plusieurs décennies. Et également des compétences d'études en industrialisation, puisque une fois que, évidemment, les systèmes complexes sont conçus, le plus dur, enfin, en tout cas, il y a encore un défi, c'est de passer du papier ou de la maquette numérique à la réalité physique du système et à la démonstration de sa performance. Et puis en production, vous avez en fait un portefeuille tout aussi large et complet, aussi bien en coque, sur la coque soudage, la chaudronnerie, l'usinage, l'électricité. On pourrait évoquer aussi l'électronique et tous les métiers de soutien qui ne sont pas négligés. C'est pas l'atinage d'un bateau, par exemple, n'est pas quelque chose de trivial. Et il faut bien voir que ce portefeuille de compétences en fait, est extrêmement large. Il se décline par installation, mais aussi sur les différentes générations du fait des exigences de MCO. Donc, ce n'est pas simplement maintenir une expertise sur les radars en général, mais quand un navire revient à quai, c'est aussi maintenir l'expertise sur ce radar, ce modèle de tel bateau. Et donc, toute montée en compétences doit aussi intégrer ces besoins spécifiques. Alors, pour marquer un peu et donner des éléments un peu chiffrés, si on fait un calcul rapide, on est quasiment à l'heure des chiffres et des lettres, donc c'est parfait. Nous avons 16 000 collaborateurs divisés par 320 métiers. Donc, je ne sais pas s'il y a la réponse en ligne, mais en tout cas, ça fait en moyenne 50 collaborateurs par métier. Et sachant qu'il y a 10 sites, en réalité, ça veut dire qu'on a en moyenne, ça tient sur les doigts de la main, en fait, on a en moyenne 5 collaborateurs par métier par site. Alors, c'est une moyenne qui, évidemment, cache des disparités extrêmement grandes. Heureusement qu'on a plus que 5 coquetiers ou soudeurs à Cherbourg, évidemment. Mais en tout cas, c'est juste pour toucher un petit peu du doigt la complexité du maintien, en fait, de toutes ces expertises, ces compétences aussi variées sur autant de systèmes et générations d'équipements. Alors ça, c'est pour le défi. Le défi, il est complété par un enjeu, en fait, qui est celui de la durée de la montée en compétences. Donc nous, on mesure la montée en compétences avec 4 niveaux. Un premier niveau qui est la sensibilisation. Un deuxième qui est plutôt sur l'application. C'est-à-dire que la sensibilisation, c'est la connaissance théorique. L'application, en revanche, là, on met en œuvre. Mais on met en œuvre sous le contrôle d'un tiers avant d'atteindre le niveau maîtrise, où là, on est autonome. Et enfin, mais tout le monde ne l'atteint pas, le niveau expertise, où là, le retour d'expérience sur l'ensemble du cycle de vie permet aux collaborateurs, je dirais, de résoudre des problèmes complexes et même éventuellement de faire évoluer sa pratique, de faire évoluer les outils ou le processus. Et là, vous avez un exemple pour certains métiers. En tout cas, on considère en interne que assez fréquemment, quand on consulte les sachants, il faut facilement 6 ans pour atteindre ce niveau maîtrise. Donc, vous comprenez bien qu'entre le moment où on appuie sur le bouton du lancement d'un programme et le moment où on a des personnels formés et compétents pour réaliser, il y a un délai. Et donc, ça implique d'avoir fortement anticipé cette montée en compétences, ce que l'on fait déjà pour les grands programmes, et ce qui confirme aussi ce qui a été dit par mes prédécesseurs sur l'importance de la visibilité, de la clarté et de la constance dans les choix stratégiques qui sont réalisés. Alors, pour finir, je vais juste évoquer quelques leviers que l'on mobilise pour réussir cette montée en compétences, cette montée en effectifs. Donc, il y a évidemment une première chose qui est d'attirer en fait les talents et les collaborateurs. Donc, ça passe notamment par des partenariats avec les écoles, de l'alternance, des travaux aussi au sein de la filière, en labellisant en fait, de manière collective des formations. Une fois qu'on a attiré ces collaborateurs, il faut bien souvent continuer de les former, de les navaliser. Donc là, on a des parcours d'intégration dédiés pour les nouveaux arrivants. On peut mettre aussi en place des chantiers écoles avec de l'apprentissage en situation de travail simulé en fait, pour l'acquisition de certains gestes, notamment en production. Des certifications paritaires aussi dans le cadre de la métallurgie. Et lorsque c'est vraiment critique et qu'il n'y a pas de solution externe, il arrive aussi de créer des écoles internes, et c'est notamment ce qu'on a fait.
pour les besoins d'intégrateurs projeteurs avec une école de conception dédiée sous-marin à Cherbourg. En matière d'expertise technique, donc là on est vraiment sur la pointe, les leviers qu'on mobilise actuellement, c'est à la fois d'avoir un diagnostic annuel mis à jour sur les analyses de criticité, de reconnaître aussi chaque année une filière d'experts, alors avec une gradation, on a d'abord les spécialistes, puis les experts et les experts seniors, mais en tout cas, il y a cette reconnaissance qui est essentielle. Et on a également structuré 6 familles souveraines sur des thématiques qui sont, on va dire, plus stratégiques pour le groupe et plus largement pour la souveraineté nationale. Et enfin, puisque nos collaborateurs, on les forme, on les développe, mais malheureusement, enfin oui, heureusement pour eux, il y a bien un moment où ils partent en retraite. Donc on a plusieurs leviers pour répondre aussi à cette question de la transmission. Donc d'abord des matelotages, donc ce sont des heures dédiées à la transmission des plus anciens vers les nouveaux arrivants. Aussi des dossiers de capitalisation des savoirs. Donc là, c'est plutôt de l'écrit, mais qui peuvent aussi s'accompagner de vidéos, en fait, quand ce sont des gestes spécifiques et qu'on n'est pas capable véritablement de conceptualiser ou de coucher noir sur blanc sur du papier. À ce moment-là, voilà, on fait une sorte de tuto. Et enfin, on a mis en place toute une démarche pour anticiper avec les plans, enfin, en fait, en interfaçant les plans de charge avec les projections RH et être capable d'anticiper les potentielles inadéquations entre le besoin des programmes et puis les ressources humaines, afin derrière de valider chaque année ce qu'on appelle un plan d'investissement RH qui intègre les besoins de recrutement et les actions de formation. J'étais un petit peu long, voilà, mais peut-être quatre questions ou points à partager qu'on pourra peut-être développer. Pour moi, ce qui est plutôt une question à ce stade, c'est sera-t-on capable de passer d'une internationalisation subie à une internationalisation choisie? On peut avoir des doutes, mais peut-être qu'il y a des solutions à discuter. Une conviction, par contre, sur le fait que l'innovation, et j'ai montré avec l'innovation d'architecture notamment, mais aussi de processus et d'outils, peut être un levier important au service de la montée en puissance. La nécessité, je pense avoir démontré qu'on peut concilier à la fois planification et agilité en fait dans notre démarche. Donc en fait la vision long terme puisse éclairer les décisions de court terme, hein, c'est notamment le cas sur la RH, il faut voir loin, mais voir loin pour être capable d'agir à court terme aussi. Et enfin, alors ça c'est plutôt le fruit de mes années passées aux ressources humaines, la conviction qu'une stratégie mature de montée en puissance, en fait, pour qu'elle se réalise, elle se décline à la maille la plus fine, et cette maille la plus fine, je dirais, c'est le collaborateur. Voilà pour ce partage. Désolé pour les quelques minutes de plus. Ah non, c'est parfait, merci. Merci Paul. Est-ce que tu peux juste effectivement arrêter ton partage d'écran? Voilà. Ok, on se retrouve. Oui, non, je pense que c'est essentiel d'avoir terminé sur la partie RH, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir ensemble. C'est peut-être ma première question. Est-ce qu'on peut considérer quand même que dans cette montée en cadence de production, je dirais le point de vigilance important et le cas échéant le point bloquant, c'est justement cette question RH. Est-ce que, du point de vue des industriels, vous avez, de ce point de vue-là, fait évoluer aussi vos pratiques en matière de gestion des compétences? Alors, dans quel sens on répond? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une évolution des pratiques, en fait? Alors, moi, je veux bien commencer. Hein. En réalité, oui. Alors, nous, on l'a fait évoluer fortement, mais je dirais un peu avant la crise Covid et ukrainienne. En réalité, ce qui nous a motivés prioritairement, c'est la prise de conscience, d'une part, qu'on avait des concurrents dans le monde qui avaient de grosses difficultés opérationnelles liées à des problèmes de compétences. Hein. On pourrait citer les Britanniques avec leur programme Astute, par exemple.
ou avec leur programme de porte-avions, ou même des Allemands avec des difficultés opérationnelles sur certains programmes de bâtiments de surface ou sous-marins dont on pouvait être un peu étonné. Donc on avait à la fois ce qui se passait chez les autres et ce qui arrivait devant nous avec à l'époque, alors c'est plus le cas, mais à l'époque le programme australien, et puis à l'époque et toujours aujourd'hui, le SNLE de troisième génération et le porte-avions de nouvelle génération. Donc en fait, on a commencé, mais ce n'est pas du fait de l'économie de guerre ou du Covid ou de l'Ukraine. Et donc je dirais que c'était plutôt assez planifié. Et donc ça s'est accompagné en fait dans les pratiques RH, pour être concret, hein, ça veut dire qu'on s'est beaucoup plus interfacé, comme je disais, avec les plans de charge, avec les cycles aussi de gouvernance de l'entreprise, donc les cycles budgétaires et de planification stratégique, pour que vraiment ces besoins de monter en puissance. Et je parlais de plan d'investissement RH, mais c'est vraiment ça. C'est une planification à la maille des métiers sur les besoins cibles, aussi bien en effectifs qu'en niveau de compétences, en fait. Et donc, on pilote ces indicateurs avec la RH et les directions opérationnelles. Alors, peut-être aussi pour compléter ma question aussi, et j'espère qu'Alexandre Ferrer pourra répondre également, puisqu'on parle d'internationalisation de la supply chain, je pense que le niveau d'internationalisation est différent aussi suivant les secteurs. Est-ce que c'est possible d'avoir une tendance un petit peu en termes d'internationalisation de la supply chain du côté de Nexter, par exemple? Parce qu'il y a eu une évolution ces dernières années. Et quelle est aussi, dans le cadre de cette mise sous tension, en tout cas la manière dont, est-ce qu'il y a une différence dans votre approche des discussions entre effectivement des acteurs français de la supply chain et vos fournisseurs européens? Alors, peut-être d'abord pour évoquer la question des compétences que mentionnait Paul, il y a effectivement un sujet de capacité à attirer la compétence, d'autant que dans l'industrie de la défense, ça vaut aussi pour d'autres industries, je pense au nucléaire notamment, on parle de compétences qui sont extrêmement rares et qui sont très longues à acquérir. On a un exemple dans le domaine des munitions qui sont par exemple les pyrotechniciens. Il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels on utilise des pyrotechniciens. En tout cas, dans le Cher, il y a deux industriels, c'est Nexter et MBDA. Donc, comme il y a peu de formation, voire pas de formation en France pour la pyrotechnie, il faut soi-même les former et ça prend du temps. Donc, c'est aussi une contrainte liée à la montée en puissance. Je n'ai plus exactement le chiffre en tête, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais quand on veut, mettons, doubler une capacité de production, donc il y a les machines, les mètres carrés de stockage, j'en ai évoqué, je l'ai évoqué, je ne reviens pas dessus. Il y a aussi les gens. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'ARH, les personnes compétentes pour finalement mettre en musique toutes ces capacités de production, ça reste inerte. Or, si ces gens-là ne sont pas recrutés, ne sont pas formés et n'ont pas la capacité à avoir les compétences mobilisables à brève échéance, ça ne marche pas. Alors, on avait proposé quelque chose il y a quelques mois maintenant qui a été repris dans le LPM, qui était la réserve industrielle de défense, qui était de dire, un peu comme ce qui existe dans les armées, avoir un vivier de personnes qui ont certaines compétences, soit que ce soit des personnes récemment retraitées qui sont en capacité de revenir travailler, de faire de la formation, soit que ce soit des personnes qui ont des compétences dans d'autres secteurs. Par exemple, si on parle de soudeurs, il y a d'autres secteurs, l'automobile, etc., qui peuvent avoir des compétences réutilisables dans notre secteur. Et ce principe de réserve permettait, plutôt que d'être dans la situation binaire où on dit soit on a la compétence dimensionnée au juste besoin et donc on ne peut pas monter en cadence, soit on a des gens surnuméraires dans les usines et on ne les paye à rien faire, ce qui n'est pas une option. Avoir une réserve mobilisable, à brève échéance, formée, ou du moins ayant des rudiments de formation pour monter en cadence plus vite et pour avoir cette réserve-là. Ça a été repris dans la LPM et ça devrait être mis en œuvre assez rapidement. Moi, on l'espère. Sur l'internationalisation, je n'en dirais pas beaucoup plus que Paul. Je l'ai dit, on a 90% de fournisseurs français. Et évidemment, dans le cadre de la politique industrielle de défense qui est menée par l'État et notamment par la DGA, on veille à minimiser, à contrôler et à monitorer, si vous me permettez cet anglicisme, l'ensemble des dépendances qu'on peut avoir et les minimiser précisément pour assurer est-ce qu'on est dans de la résistance ou de la résilience? Je ne vais pas rentrer dans une querelle byzantine, mais en tout cas pour sécuriser
nos schémas de production, pour sécuriser nos opérations, pour justement éviter de se retrouver dans la situation où un fournisseur nous ferait défaut, soit que celui-ci ne puisse plus nous fournir, parce qu'il aurait une ordre de son pays de ne plus nous livrer, soit parce qu'il y aurait un accroissement global de la demande sur certains produits. Il y a des segments en Europe, notamment, des segments des filières pour lesquels les capacités de production globales sont inférieures à la demande quand on rentre au cadre. Donc il y a forcément un conflit sur les ressources, il y a forcément des arbitrages à faire, et lorsque les productions sont localisées en France, on est forcément plus résilient. Merci Thierry. Des éléments à apporter sur cette approche de sécurisation des RH. Alors, mettez votre micro, c'est parce qu'on n'entend pas on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Non. Ouais, c'est bon. Je disais, il y a un bruit de fond qui est terrible. Oui, non, j'arrive pas à identifier là. Ouais. Oui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Sur l'aspect réserve, je trouve que c'est une excellente idée. La réserve, comme l'a décrite Alexandre, qui a été effectivement repris comme idée dans la LPM. J'aimerais juste revenir sur ce que j'ai appelé la loi de la jungle. C'est vrai qu'en ce moment, très franchement, c'est un peu la guerre ouverte, la guerre de tranchées, à la fois entre les grands groupes et aussi entre les grands groupes et la supply chain. Tout est bon pour récupérer des compétences parce que les gens sont comme ça. Il n'y a pas de solution. Donc Franco-français, c'est ça. Une vision totalement court-termiste, avec en plus un effet sur les salaires, avec une envolée lyrique. Les gens s'amusent à faire le tour et à chaque fois, ils se prennent 20% de salaire en plus. Et ça crée également des déséquilibres dans la pyramide des salaires internes des entreprises, avec les gens qui sont là depuis plus longtemps, qui disent mais comment ça se fait que quelqu'un qui vient d'arriver va gagner plus que moi? Et ça touche l'ensemble de la chaîne, que ce soit les grands groupes, mais aussi les PME. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter cette loi de la jungle et que les gens se mettent autour de la table pour réfléchir de manière concertée et intelligente à la situation. Alors ça pourrait être un vœu pieux, mais ça a été fait dans d'autres secteurs. On a parlé de l'automobile. L'automobile s'est structuré déjà une trentaine d'années autour du Garac, qui est la seule instance, qui est une école en fait privée, financée par l'ensemble du secteur automobile, allant des grands constructeurs français jusque les petits garages, etc., qui financent à hauteur de leurs moyens une école totalement de plusieurs milliers d'élèves qui vont du BEP jusqu'à l'école d'ingénieur, et ça vient ensuite, il y a 98% de chances, en sortie de là, quel que soit le secteur, de trouver un boulot, parce que c'est aussi alimenté par les besoins réels de l'industrie. Il y a plus récemment l'aéronautique qui a fait ça, je l'ai dit un peu tout à l'heure rapidement. L'aéronautique, dans les années 90, a une situation peu au prou qu'actuellement. Et dans les années 2000, avec les succès engrangés par l'Airbus A350, ça retrouvait avec un carnet de commandes à 10 ans, à 9 ans. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien, que les écoles avaient disparu, que les filières avaient totalement été asséchées. Et donc, les gens se sont mis autour de la table, autour de GIFAS. On a embauché quelqu'un, monsieur DRH au GIFAS, qui a structuré l'ensemble des ressources humaines au niveau des groupes, qui a discuté avec l'académie également pour remettre en route des écoles, etc. etc. Et alors, ça a pris évidemment une décennie, presque. Mais aujourd'hui, le problème est derrière. Donc, on a quelque chose aujourd'hui dans la défense qui est structuré. On a les trois groupements interprofessionnels, le GICAN, le GIFAS et le GICAT, piloté là-haut par le syndicat des syndicats qui est le SIDEF. Je pense qu'il serait temps quand même. Alors, il y a quelques petits démarrages un peu symboliques, mais ça peut être temps de mettre tout le monde autour de la table et de structurer en fait l'ensemble de la filière défense. D'accord. Et la crise Covid, plus la situation actuelle, n'a pas, je dirais, créé l'environnement favorable à cette action commune entre industriels et aussi entre grands groupes et acteurs de la supply chain et avec les représentants aussi étatiques, en fait. On a quand même deux crises, non? Oui, et puis culturellement, je pense que… Qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à avancer, en fait? C'est ça la question. Je pense qu'on est tous pris par le temps.
Je pense que la segmentation qu'il peut y avoir dans le domaine de la défense entre les terres, air, mer, et puis les habitudes, simplement, les habitudes culturelles, font que on a beaucoup de mal en fait à se structurer sur des sujets aussi Majeur, complexes. Mais complexe, mais majeur. je pense que tout le monde aujourd'hui en a conscience. Comme je vous dis, j'ai discuté avec les DRH de grands groupes qui appellent tous de leur vœu en fait une structuration de la filière. Alexandre Ferrand, côté maître d'œuvre industriel, justement dans l'importance d'avancer peut-être un peu plus ensemble avec l'ensemble des acteurs de la filière sur ces aspects. Je pense qu'on en a parlé, il y a des compétences communes et pour citer un exemple, on a créé dans le Cher à Bourges j'ai oublié le nom précis, mais c'est un centre de formation, un centre d'excellence sur la pyrotechnie, donc en lien avec MBDA, pour précisément faire de la formation et donc coopérer parce qu'on est les deux seuls à avoir besoin de ce type de compétences, enfin, du moins les deux seuls grands à avoir besoin de ce type de compétences. Donc, on coopère déjà. Après, le fait qu'il y ait une coopération systémique globale, j'avoue que n'étant pas RH, je ne voudrais pas m'avancer trop dans le détail, mais en tout cas, on sait coopérer quand on a des besoins avec des partenaires. La question n'est pas là. Ok. Sur les travaux au sein de filières, donc nous, on a par exemple des travaux au sein de la filière navale avec le GICAN et le CINAV, en fait, pour la formation, le campus des industries navales. Et il y a notamment des formations, en fait, qui sont labellisées. C'est vrai que ce qu'on se constate, c'est qu'il y a un besoin quand même d'adaptation et de dialogue avec l'éducation nationale, quand même, pour faire évoluer les formations et parfois adapter, effectivement, par rapport au contenu standard. En fait, ce qu'on constate un petit peu, c'est que la désindustrialisation du tissu économique, c'est en fait traduite par aussi une désindustrialisation du système éducatif en réalité. Après, sur l'impact Covid, je dirais il a accru les défis plus qu'il a apporté de réponses, puisqu'on a notamment un nouveau défi qui est celui du télétravail. Et le télétravail, quand il faut travailler sur des systèmes de informations confidentielles, faire la maintenance d'un atelier nucléaire ou démonter des équipements d'un CNLE en hyper, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est pas adapté à tous. Et voilà. Donc ça devient un nouveau critère d'attractivité ou pas. Ouais. Et bon, c'est pas forcément celui avec lequel on peut jouer en étant en tête. Oui, non, c'est clair. Je vais quand même rebondir sur une question qui a été posée par un des participants. Est-ce que la relocalisation des sous-traitances entraîne une augmentation des coûts des systèmes? C'est plutôt pour toi, Paul. Sous-traitance, alors nous, la sous-traitance, on en parlait plutôt, c'est souvent des gens qui sont déjà sur le territoire national, on a peu de sous-traitance étrangère, enfin, c'est jamais, mais enfin, comme ça, j'en identifie pas. Et s'il y a augmentation, donc, par contre, au vu des pressions salariales et autres et de la réaffectation des ressources, il peut y avoir une augmentation effectivement du coût de la sous-traitance, mais qui n'est pas liée directement, je dirais, à un coût de relocalisation, ce qui est déjà dans l'intégralité des cas en France. Donc, augmentation des coûts, potentiellement, oui. Lié à la relocalisation, pas forcément. Ensuite, entre la répercussion sur le coût de l'industriel et ce qu'il arrive à faire répercuter aux clients, ça, je ne sais pas, parce que comme c'est assez récent, il faudrait voir ce que ça impacte dans les calculs, dans les formules de révision de prix, et je ne sais pas si c'est un paramètre qui est plus. D'accord. Peut-être plus Nexter. Pour les programmes à venir, peut-être, oui, parce que ça modifie les devis actuels, sur les offres actuelles. De facto, oui. Alexandre Ferrer, je ne sais pas si sur cet aspect, sur cette question liée à la relocalisation. Paul a soulevé le sujet. En réalité, comme ce sont des problématiques qui sont très récentes, c'est difficile d'avoir assez de recul et de distance pour avoir une vision claire. Donc, je ne veux pas m'avancer en disant oui ou non. En revanche, c'est un vrai point de vigilance. Il y a une nécessaire compétitivité des offres de relocalisation. On l'a vu sur les masques, par exemple. Si les offres ne sont pas compétitives, elles finissent par péricliter. Et alors, dans le domaine de la défense, c'est un peu différent, mais
puisque, et ça a été mentionné par à peu près tout le monde, comme on dépend de l'export, l'export est concurrentiel, l'export implique d'avoir une compétitivité économique. Si la relocalisation en vient à dégrader, donc à renchérir les coûts et donc dégrader la compétitivité économique, et qu'on dégrade la performance à l'export, on enclenche un cercle vicieux qui est tout sauf souhaitable. Donc il y a une vraie vigilance de ce point de vue-là sur la compétitivité, coût et en qualité évidemment, de ce qui est relocalisé. D'accord. Comme on arrive bientôt à la fin de notre heure et demie, j'aurais quand même une question sur le périmètre européen. Et notamment autour voir votre retour concernant les actions de la Commission européenne. Alors ça concerne peut-être plus Alexandre Ferrer, hein, sur cette proposition de la Commission européenne relative à l'établissement de l'action de soutien à la production de munitions, la fameuse ASAP. Comment vous l'appréhendez sur le plan de l'application industrielle? Alors, c'est une initiative qui est quand même assez majeure, il faut le souligner. Oui, tout à fait, ouais. C'est un plan en 3 volets. En fait, ASAP, c'est un plan en 3 volets. Enfin, c'est le troisième étage de la fusée d'un plan en 3 volets qui était décidé au courant mars au Conseil. En réalité, le constat qui est fait par les Européens est le suivant. Les Ukrainiens ont un besoin massif de munitions pour mener la guerre. Les États européens souhaitent leur en fournir. Mais les stocks sont trop faibles et les capacités de production européennes sont limitées, j'en ai déjà parlé. Donc un plan en 3 volets avec d'une part un premier volet de cession de stocks remboursés par la Facilité européenne de paix et un deuxième volet d'acquisition commune, elles aussi en partie remboursées par la Facilité européenne de paix. Alors, avec des taux de remboursement qui devraient osciller entre 50 et 60%. Là, il y a un sujet qui est quand même historique, c'est que pour la première fois, du budget, alors qui n'est pas du budget communautaire, certes, c'est du budget extra-communautaire, mais l'Union européenne finance des armes, des munitions. Donc c'est quand même un verrou qui se lève, qui est assez majeur. Et donc le troisième volet, qui est le plan qui a été proposé par le commissaire Breton et par la DG Defis, qui est un plan de soutien à la production de munitions, par du cofinancement d'investissement industriel. Alors, le texte est en discussion aujourd'hui au Conseil. Je ne vais pas rentrer là aussi dans une querelle byzantine sur les différents articles, etc. Ce que l'on constate, en revanche, c'est qu'il y a une européanisation croissante des politiques industrielles de défense, que ce soit par le Fonds européen de défense, que ce soit par EDIRPA, qui a été une autre initiative qui n'a pas été mentionnée, mais qui visait, elle, à inciter la demande en coopération, donc inciter aux acquisitions communes. ASAP qui va financer l'industrialisation, les capacités industrielles. Donc, on voit une profusion d'initiatives européennes dont on connaît mal le point d'aboutissement en termes structurels, c'est-à-dire quels vont être les grands équilibres entre la politique industrielle qui est menée au niveau national et celle qui sera menée au niveau européen. Mais ça, c'est une question politique et c'est plutôt aux États d'y répondre. En tout cas, ça participe d'une mutualisation de la demande. Donc, de facto, ça crée aussi un environnement favorable pour de potentielles coopérations et rapprochements, en tout cas consolidation aussi, le cas échéant de la filière, en fait, hein, et de monter aussi en cadence, pas seulement en France, mais je veux dire plus généralement, en fait, au niveau européen. Je ne sais pas, Thierry, si vous avez sur cet aspect européen, justement, ce périmètre européen, des éclairages à apporter, des commentaires en mettant le son. Excusez-moi, à chaque fois, j'essaie de le couper, justement pour ne pas générer du bruit sur la ligne. Mais après, bien sûr. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, mis à part qu'il faut évidemment travailler de manière européenne. Ça me paraît évident, hein, que ce soit au niveau des grands groupes, mais aussi au niveau de la supply chain. L'école PME, donc vraiment, là, on est plutôt dans l'amont, dans les TRL inférieurs à 6, mais l'école PME qui ont été générées par le Fonds européen de défense permettent a priori cette structuration en obligeant 3 PME de 3 pays différents à travailler ensemble. Donc, c'est plutôt sur le papier bien. En revanche, la partie administrative est assez procédurière et c'est un euphémisme. Et je pense qu'il faudra améliorer tout ça. Ouais, la nécessité d'accompagnement, effectivement, du côté des PME.
Je vais quand même passer une toute dernière question, parce que c'est aussi le jeu de restituer aussi les questions de nos participants, qui reboucle avec des éléments qu'on a abordés tout à l'heure. Donc, la remarque et la question est la suivante. La défense est aujourd'hui en compétition permanente avec des secteurs bien plus attractifs, donc énergie nouvelle notamment, mais aussi santé, mobilité électrique. Comment faire évoluer ce cadre pour les rendre plus efficients et largement plus attractifs du coup? On terminera sur cette question. Oui, alors c'est une question. On n'a sans doute pas encore trouvé toutes les réponses, mais c'est une question qu'on se pose de plus en plus parce qu'effectivement, là, on parlait la concertation entre filières dans la défense haute, mais je dirais ce serait bien, certes, mais le problème, c'est que nous, la BITD n'est pas même si elle est indépendante, elle n'est pas autarcique. Et donc, en réalité, elle vit en contact et les ressources humaines sont en fait des ressources qui ne sont pas, elles, liées à telle ou telle filière. Enfin, les gens vont d'une filière à l'autre totalement librement et on peut les capturer. Et on voit notamment, nous, des défis à venir avec effectivement tout ce qui est énergie, évidemment, et remonter en puissance du nucléaire civil. C'est vrai aussi sur tout ce qui est digital avec la cyber et autres, où effectivement il y a beaucoup de secteurs qui sont en demande et en croissance en dehors du secteur défense, évidemment. Alors pour les solutions, donc ce qu'on fait déjà, c'est que dans le cadre des politiques de rémunération, on consacre une partie des budgets à ces rattrapages et à cette mise à niveau par rapport à l'évolution des différents segments de marché. Donc il y a un aspect rémunération. Il y a un aspect non-rémunération qui est aussi un petit peu le secteur défense a quand même aussi des atouts et des éléments à valoriser. Le fait, par exemple, qu'on soit nous proche des produits, proche aussi des clients finaux, quand même des opérationnels dans nos ports. Et donc, là, il y a quand même un côté extrêmement concret en fait à tout ce qu'on fait, à toutes nos activités. Donc ça peut aussi répondre à la quête de sens qui croît beaucoup parmi les jeunes générations. Et puis aussi un élément plus, je dirais, techno ou scientifique, c'est-à-dire qu'on structure des réseaux de sachants, d'experts, et les talents qui viennent et apportent leur expertise ont aussi la possibilité, par conséquent, non seulement d'être reconnus pour leur expertise en interne, mais aussi d'échanger, de se nourrir et de continuer de s'alimenter dans un secteur qui est même extrêmement exigeant en termes de performance technique. Donc il y a le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Et sous cet angle-là, on peut aussi apporter des choses. Alexandre Ferrer et Thierry Gueff. Peut-être d'un point de vue beaucoup plus macro et moins technique, je pense qu'effectivement, il y a un sujet. Tout ceci ne se fera pas sans conforter ou reconforter la légitimité et la place de l'industrie de la défense dans la société. Et le fait de justifier qu'il n'y a pas de société durable et sécure sans des armées équipées et dissuasives, et donc sans une industrie capable de les équiper. C'est simple, mais c'est mieux en le disant. Et je pense que c'est cette idée-là qui aujourd'hui peut être niée, peut être négligée. Je pense qu'il y a aujourd'hui un sujet de long terme pour réinstiller cette idée-là et relégitimer finalement les fondements et l'acceptation dans la société de l'industrie de la défense, qui n'est pas un secteur comme les autres, dans le sens où c'est un secteur de souveraineté, c'est un secteur qui est extrêmement lié à l'État, mais qui a toute sa place et qui fait produit certes des produits qui ne sont pas commun et assez singulier, mais qui est un secteur parfaitement légitime. Et ça, je pense que c'est un combat au long cours, enfin un combat, peut-être pas le terme, mais c'est une dynamique au long cours qu'il faut instiller, parce que sans celle-ci, toutes les mesures plus techniques qui seront prises seront vaines. Si les gens qui veulent aller dans l'industrie de la défense ont l'impression d'aller dans un secteur sale, dans un secteur trouble, ça ne fonctionnera pas. Il faut relégitimer l'industrie de la défense. Oui, qui n'était pas. Enfin, je trouve un petit peu dur là-dessus. Je trouve que quand même travaillant quand même sur ces sujets depuis quelques années, je trouve qu'il y a une exposition médiatique quand même plus grande depuis 1 an et demi.
notamment du domaine armementaire. Je pense que peu de personnes connaissaient Nexter et un certain nombre de PME de la supply chain. J'ai l'impression quand même que c'est une approche qui n'est pas critique. C'est-à-dire, on voit l'intérêt pour la sécurité nationale quand même d'une base industrielle et technologique de défense. Mais je dirais il y a peut-être un retard en termes de communication et de pédagogie à faire. Et ça, je dirais, c'est aux acteurs aussi de la filière de peut-être faire aussi des efforts de communication, aussi de pédagogie, et puis aussi peut-être aussi aux académiques et aux chercheurs. Et puis, juste pour compléter ce que tu viens de dire, Hélène, en fait, même si la défense a plutôt la cote, et l'armée, on le voit d'ailleurs souvent lors des expressions, des célébrations, l'armée a plutôt la cote dans la population française, entre le Bataclan et puis le 24 février 2022. Il y a une différence, il y a un schisme entre l'armée, les militaires, les soldats qui défendent la nation et les valeurs qu'elle véhicule, et puis la défense, d'armement, qui est souvent d'ailleurs, comme voilà, sur l'exemple des ONG que j'ai cité tout à l'heure, qui est souvent d'ailleurs vu comme des affreux marchands d'armes sans foi ni loi. C'est le rôle des ONG, enfin, je veux dire, chacun Voilà. enfin. Oui, mais donc c'est une guerre de communication, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, c'est une guerre de communication, vraiment, une bataille de communication qu'il faut prendre à bras-le-corps. Disons qu'il faut avoir une stratégie, effectivement, de communication et une plus grande ouverture, effectivement, peut-être vers l'opinion publique, en fait, hein, plus qu'une guerre de communication. Ça, je parle plutôt en tant que chercheur. OK. Écoutez, on a un petit peu dépassé le temps. En tout cas, un grand merci à vous pour vos éclairages. C'est sûr qu'en 1h30, c'est un temps très court pour aborder toutes les problématiques. On a plutôt axé, je dirais, nos discussions sur les RH, mais on aurait pu revenir dans le détail sur le financement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir ces questions, tout comme la coopération aussi, parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi sur les questions de coopération dans le cadre de futures conférences. Donc, encore un grand merci à vous. Je me permets aussi de j'espère, vous donner rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine webconférence Défense Industrie, donc le 14 juin à 11h. Alors là, on va quitter le territoire français et européen et on va s'intéresser à la zone Indo-Pacifique avec une webconférence sur le thème enjeux de puissance et industrie de défense en Indo-Pacifique, voilà, autour d'Antoine Bondaz, Valérie Niquet et Kevin Martin. Et on fera 3 focus, Chine, Japon, Corée du Sud. Encore une fois, un agenda chargé. Merci à vous, encore une fois, et à bientôt. Et encore une fois, la semaine prochaine, vous aurez l'occasion de retrouver le replay aussi sur le site de la Fondation. Merci à vous.